ils finissent de préparer pour la vidéo. Donc je m'appelle Christine, je suis doctorante à l'IRAP, donc à Toulouse. Je vais vous parler pendant à peu près 1 heure, il faut que je mette un chrono, tiens, de plein de trucs intéressants. Enfin, j'espère qu'ils vont vous intéresser. Moi, ils m'intéressent. La preuve, j'en fais ma thèse. Hop, voilà, comme ça, chrono. Et j'espère que ça va vous motiver ou pas à faire de l'astrophysique peut-être plus tard. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. J'ai essayé de jauger le niveau de mon histoire en fonction de ce qu'on m'a dit que les secondes vous appreniez. Mais si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à m'interrompre et à me dire « Attends, il faut que tu repartes un petit peu en arrière. » Ok ? Donc pas d'hésitation, vous pouvez poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. On est bon pour la... Ouais. Donc tout d'abord, on vous a dit que je suis astrophysicienne, mais l'astrophysique, qu'est-ce que c'est ? D'après Wikipédia, qui n'est pas une source fiable, mais qui pour ce coup-là est pas trop ratée, c'est l'étude des propriétés des objets de l'univers. Donc c'est un truc un peu très vague, mais concrètement, on étudie quoi ? On observe plein de trucs rigolos qui sont dans l'espace, qu'on peut trouver dans l'espace. Donc par exemple, il y a des gens qui vont étudier notre Soleil, donc l'étoile la plus proche de nous, notre Soleil, qui est là-bas au bout. Il y a des gens qui vont étudier plutôt d'autres galaxies, plutôt que la nôtre, donc des trucs encore plus loin dans l'univers. Et il y a des gens qui vont s'intéresser peut-être plutôt à qu'est-ce que le Soleil va devenir quand il va mourir, comment il s'est formé, pourquoi il s'est formé comme ça et pas autrement. Donc il y a plein d'aspects différents. Il y a des choses qui sont beaucoup plus axées mathématiques. Donc il y a des gens qui font des équations et qui essayent de prédire, les gens qui travaillent sur le Big Bang par exemple, ils ont beaucoup un aspect mathématique, un aspect très équation. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus sur la physique, l'utilisation des données. Et il y a des gens on peut même accepter des gens qui font par exemple de la chimie et qui s'intéressent aux éléments qui sont par exemple dans l'atmosphère de notre Soleil. Donc c'est une discipline qui, même si c'est de la physique, c'est quand même très interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a besoin de plein de compétences différentes. Donc ça, c'est un truc que moi j'aime beaucoup. Et ensuite, comment on peut devenir astrophysicien ? Il y a plusieurs versions différentes. Effectivement, la mauvaise nouvelle, c'est que ça nécessite des plutôt longues études. Donc vous, dans quelques années, vous aurez le bac. Et après le bac, l'une des voies assez traditionnelles pour faire de l'astrophysique, c'est de passer par l'université, donc de faire 3 ans de licence, puis 2 ans de master, donc sortir avec un bac plus 5. Donc typiquement, les licences, ce n'est pas spécialisé en astrophysique, c'est plutôt des licences de physique fondamentale ou des licences de mathématiques, des choses comme ça. Et c'est seulement en master qu'on va se spécialiser en astrophysique, donc avoir des vrais cours d'astrophysique un peu plus pointus. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est de passer par ce qu'on appelle les classes prépa. Je ne sais pas si vous en avez ici, oui ? Non ? Bon, à Bayonne. Bon, donc il y a ce qu'on appelle les classes prépa, qui sont 2 ans dans un lycée, vous restez au lycée, et vous préparez les concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs et aux écoles normales supérieures. Et donc après vous pouvez rentrer dans soit les écoles d'ingé, soit les ENS, et vous en ressortez avec un diplôme, ça dure 3 ou 4 ans, et vous en ressortez avec un diplôme qui est l'équivalent d'un diplôme de master. Et donc, après ça, une fois que vous avez cet équivalent Bac plus 5, vous pouvez faire ce qu'on appelle une thèse ou un doctorat, donc moi j'en suis là. Et c'est à l'issue de cette thèse, donc cette thèse c'est vraiment 3 ans de plus que vous passez dans un institut de recherche à travailler, mais je vais revenir un peu dessus après, pour vous former à qu'est-ce que c'est être chercheur et qu'est-ce que c'est la recherche. Donc si on parle un tout petit peu de moi là-dedans, moi j'ai pris cette voie-là. Donc une fois que j'ai eu mon bac, il y a un certain nombre d'années maintenant, j'ai fait 2 ans de classe prépa et après j'ai intégré une école d'ingénieur, l'école de Paris-Saclay, à 1 heure au sud de Paris, où j'ai passé 4 ans. Et depuis septembre dernier, donc là je suis tout juste diplômée de l'ENS, et depuis septembre j'ai commencé ma thèse donc à l'IRAP à Toulouse. Donc maintenant qu'on a bien parlé de comment on va devenir astrophysicien, il faut quand même parler un peu de c'est quoi la recherche. Donc là je vais vous demander votre avis, qu'est-ce que c'est à votre avis le métier de chercheur ? Qu'est-ce que je fais dans mes journées ? En quoi ça consiste de faire de la recherche ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Pas du tout ? Ça marche pas, je crois, le micro. Si ça marche bien, ok, j'ai cru qu'il y avait des amplis et tout. Vous cherchez des réponses aux questions qu'on peut avoir sur l'espace. Ouais, c'est pas mal. À quelle question tu pourrais penser ?
N'importe quoi, c'est pas grave, t'inquiète. C'est une bonne réponse, hein. Merci. C'est vrai, c'est vrai. Ok. C'est une bonne question. Comment, je sais pas, comment... Il faut que je réfléchisse. Et quelqu'un d'autre a une idée peut-être des questions qu'on pourrait se poser quand on cherche quoi? Qu'est-ce qu'on se demande? Par exemple, comment il y a des étoiles qui se forment ou des trucs comme ça? Oui, très bien, tout à fait. Donc c'est une très bonne réponse. On cherche, donc on essaye de répondre à des questions du style comment cette étoile s'est formée, qu'est-ce qu'elle va devenir dans le futur, comment nous on en est arrivé là. C'est un peu bête à dire, mais il faut expliquer comment la vie s'est formée sur Terre. Donc plein de questions différentes. Et dans cette recherche de nos questions, il y a plein d'aspects différents qui peuvent entrer en compte. On a besoin de plein de types de compétences différentes. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on aime bien avoir des matheux, on aime bien avoir des chimistes et des physiciens, mais même parmi les physiciens ou parmi les matheux, on aime bien avoir plein de panels de compétences différentes. On aime bien avoir des gens qui sont un peu plus dans l'instrumental, donc construire les télescopes. On a des gens qui sont plus en traitement de données, et on a des gens qui font des simulations. Alors qu'est-ce que je veux dire par tous ces mots peut-être un peu compliqués? On va se donner un exemple. Donc on imagine qu'on est une classe d'astrophysiciens et qu'on va chercher des exoplanètes. Donc des exoplanètes, c'est quoi? C'est des planètes comme la Terre ou comme Jupiter qui tournent autour d'autres soleils que le nôtre, donc d'autres étoiles quelque part dans notre galaxie ou dans notre univers. Donc une des méthodes pour trouver ces exoplanètes, c'est de regarder les étoiles qui sont autour et de regarder la lumière qu'on reçoit de cette étoile. Et si à un moment on voit que la lumière est diminuée, donc on reçoit moins de lumière que le reste du temps, on va avoir tendance à associer ça au passage d'une planète devant l'étoile qu'on observe. Et en gros, elle cacherait une partie de l'étoile. Et c'est pour ça qu'on aurait une sorte de diminution de la quantité de lumière qu'on reçoit. Donc, dans notre cas, on a besoin d'une partie de gens qui sont un peu plus dans l'instrumentation. Donc, il nous faut des gens qui vont construire les télescopes, qui vont aller dans l'espace et qui vont observer l'étoile qui nous intéresse. Donc ça va partir, ça va être beaucoup plus instrumental, beaucoup plus les mains dans le cambouis, pour essayer de construire le télescope qui va observer avec la bonne résolution, donc le bon flou, le bon zoom. On veut une bonne résolution en temps, donc il faut qu'il observe suffisamment régulièrement pour qu'on puisse voir ces petits creux. Donc ça, c'est des gens qui vont être beaucoup plus instrumentales. Ensuite, une fois que notre télescope il est lancé dans l'espace, il nous faut des gens qui vont récupérer les données, donc les données brutes, c'est juste la luminosité de l'étoile, et qui vont essayer d'en déduire est-ce qu'il y a une planète ou pas. Donc ça, c'est des gens qui vont faire plus ce qu'on appelle du traitement ou de l'analyse de données, qui vont récupérer la luminosité qu'on a observée, qui vont notamment enlever toutes les sources de bruit, donc qui vont enlever toute la luminosité de toutes les étoiles qui sont autour, parce qu'elles ne nous intéressent pas. Nous, on veut une en particulier. Si le soleil il est pas loin, il faut enlever toute la lumière qui nous vient du soleil, parce que c'est pareil, il ne nous intéresse pas, pour réussir à avoir la luminosité de l'étoile qui nous intéresse. Et pour avoir ces fameuses courbes qui sont représentées là, de la quantité de lumière en fonction du temps. Donc ça, c'est les gens qui font plus de l'analyse de données. Et enfin, on a des gens qui font plus des modèles, ou des simulations, comme on dit. Et eux, ils vont faire tout sur l'ordinateur, ils vont créer une sorte de fausse étoile numérique, imaginer combien de lumière elle envoie, créer une fausse planète avec telle masse, tel rayon, plein de paramètres, qui va lui passer devant, et ils vont regarder quelle luminosité, donc quelle quantité de lumière on s'attend à voir. Et ensuite, ils vont donner ça aux gens qui font de l'analyse de données, ils vont dire, voilà, si vous observez ça, ça veut dire que c'est une planète de telle masse, tel rayon, qui passe à telle distance. Et les gens qui font de l'analyse de données vont pouvoir comparer à leurs données, ils vont dire, ah ouais, ok, du coup là c'est ce qu'on observe ou pas, et voilà ce qu'on en déduit sur la planète qu'on vient de découvrir. Vous comprenez jusque-là? Donc tout ça pour dire qu'on a besoin de plein de compétences différentes, mais heureusement, c'est plein de gens différents qui font chacun des trucs. En général, on a peut-être 2 casquettes, mais rarement les 3. Et ces compétences, vous voyez que ça requiert beaucoup de compétences en informatique et notamment en code. Alors ça, je vous rassure, c'est des choses qu'on apprend en général sur le tas, qu'on apprend quand on en a besoin, et ce n'est pas forcément des compétences qu'on a toujours acquis avant via les cours. C'est souvent des trucs qu'on apprend à ce moment-là. Mais ensuite, il y a d'autres aspects à la recherche que vous n'avez pas forcément mentionnés et qu'on ne pense pas forcément, c'est le besoin de communication. Parce que la recherche, c'est beaucoup transmettre aux autres, au sens où échanger avec nos collègues, dire voilà, moi j'ai eu telle idée, je voudrais étudier tel truc, mon collègue va peut-être me suggérer une idée de comment faire ça, ou alors je lui dis voilà ce que j'ai obtenu, tels sont mes résultats, et il va avoir un autre problème qui est c'est une bonne idée, je vais résoudre mon problème via ton idée. Donc c'est beaucoup de la communication. Et la communication, comment on fait concrètement?
ça revient à publier des articles. Donc écrire des articles et les publier dans des journaux, ou présenter à des conférences, donc aller dans un autre pays pour présenter à nos collègues internationaux les résultats qu'on a obtenus. Donc tout ça, évidemment, mauvaise nouvelle, ça requiert beaucoup d'anglais, parce que c'est la langue de communication internationale. Mais ça, c'est aussi pareil, ça s'apprend en pratiquant. Donc maintenant qu'on sait à peu près à quoi ça ressemble la recherche, on peut brièvement discuter de c'est quoi une thèse. Qu'est-ce que je fais, moi, concrètement ? Une thèse, on peut le résumer à une sorte de première expérience de la recherche. Donc je vous ai dit, moi j'ai eu mon diplôme en juin dernier, là j'ai fini, donc je découvre la recherche, je découvre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'y fais. Donc concrètement, c'est construire un projet, donc c'est avoir une idée, enfin c'est pas exactement nous qui avons l'idée, mais construire un projet, donc à développer tout un truc de A à Z. Donc on commence par lire des choses, savoir ce que les autres ils ont déjà fait sur notre sujet. Ça nous apprend à avoir des idées, de choses à faire pour continuer à avancer dans notre recherche. Donc ça nous apprend à être autonome, ça nous apprend à développer un esprit critique. Et comme en général les sujets de thèse, c'est souvent quelque chose que les autres ont peu ou pas fait, en fait on est pratiquement le seul ou presque à faire exactement notre truc. Et donc en fait, en à peu près 3-4 ans, la durée d'une thèse, on devient un spécialiste. Donc en 3 ans, on devient spécialiste de notre sujet. Donc ça, c'est pas mal quand même. Donc est-ce que jusque-là, vous avez des questions sur l'astrophysique, la thèse, la recherche, n'importe quoi ? Ah. Le sujet de la thèse, c'est vous qui devez choisir ou pas ? Dans les faits, pas exactement. C'est parce que tu te rends bien compte que quand on sort de master et qu'on a vu plein de trucs sur plein de choses différentes, c'est très dur de se dire, ça c'est un sujet d'actualité, ça c'est quelque chose, ce truc spécifique, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Donc en général, c'est plutôt l'encadrant de thèse, donc le directeur de thèse, qui va suggérer des sujets, donc dire, voilà, moi je travaille sur ça, voilà ce que je pourrais te proposer pour faire une thèse avec moi. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, on dit oui, et si ça ne t'intéresse pas, tu dis non, et tu prends autre chose, évidemment. Donc, dans les faits, c'est plutôt le directeur de thèse. Après, dans la pratique, une thèse, ça part d'un sujet initial, mais c'est assez courant qu'au cours de la thèse, ça évolue. Au sens où on trouve quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément, on a des résultats qui sont un peu nouveaux, et donc on va continuer dans cette direction plutôt que de repartir sur notre sujet où on a un peu dérivé. Donc c'est pas grave de dériver et de finir sur quelque chose qui n'est pas exactement ce sur quoi on avait commencé, mais le point de départ, c'est souvent le directeur de thèse qui le donne. D'autres questions ? Ah, vas-y. Du coup, le sujet où on doit devenir spécialiste, c'est quoi, on le présente à la fin ? À la fin de la thèse, tu veux dire ? Oui. Oui, à la fin de la thèse, tu dois écrire un rapport. Comme, non, vous avez pas... Ah si, vous avez peut-être fait des rapports, des stages. C'est encore le cas, les stages de 3e. Donc vous avez sûrement dû écrire un petit rapport sur ce que vous aviez fait pendant votre semaine et après faire une soutenance devant, je ne sais pas, vos collègues ou peu importe, sur ce que vous avez fait. C'est la même chose en thèse. Mais le rapport et la soutenance, ils sont beaucoup plus longs parce qu'évidemment, tu as travaillé 3 ans et pas une semaine ou 6 mois. Mais c'est la même chose. Tu écris un rapport à la fin de tout ce que tu as fait et tu présentes une soutenance comme ça. Oui. Et du coup, pour préparer le rapport et tout ça, on doit prendre des notes à chaque fois ou comment on fait pour s'organiser en fait ? Alors ça dépend de la personne. C'est un peu toi qui choisis comment toi tu aimes travailler, qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui ne te convient pas. Mais oui, on conseille fortement de prendre, alors pas forcément tous les jours, parce que dans un projet de 3 ans, il n'y a pas forcément des grosses avancées tous les jours. Mais on conseille forcément, effectivement, de prendre des notes le plus régulièrement possible, ou en tout cas quand tu as des choses intéressantes à noter, pour que quand dans 3 ans, tu devras écrire ta thèse, écrire ton manuscrit, tu n'aies pas à tout refaire parce que tu n'as pas noté. Donc effectivement, c'est conseillé. Mais après, c'est beaucoup comment toi tu gères ton travail. Si ça ne te plaît pas du tout de prendre des notes, mais que tu travailles mieux d'une autre façon, utilise ton autre façon, personne ne va poser de problème. Mais du coup, quand on fait un doctorat, à côté de faire son projet, il y a autre chose ? Il y a des cours ou c'est juste essentiellement ça ? C'est essentiellement ça. Alors après, tu peux donner des cours, c'est sur la base du volontariat, on va dire.
parce que ce n'est pas obligatoire. C'est fortement conseillé de donner des cours, mais ce n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé d'en faire. Moi, par exemple, cette année, j'en fais pas. Bon, j'en ferai sans doute l'année prochaine, mais cette année, j'ai choisi de faire que ça, que ma recherche. Et après, sinon, c'est un petit peu d'administratif, mais parce que quand tu vas à une conférence, il faut demander de l'argent, il faut faire tout plein de papiers pour prendre des billets d'avion, des trucs comme ça. Donc il y a une toute petite part d'administratif, on va dire. Mais à part ça, non, c'est le moment où tu peux te focaliser vraiment sur ce truc spécifiquement. Donc il y a beaucoup de temps libre, du coup, quand tu fais... Il y a beaucoup de temps libre, enfin, tu es beaucoup plus autonome. Tu es beaucoup plus autonome, ça c'est vrai. Parce que le but de ta thèse, c'est quand même d'apprendre à être autonome et d'apprendre à faire de la recherche de manière autonome. Donc, ton encadrant, il ne va pas être derrière ton épaule toutes les demi-heures. Ça ne sert à rien, on va dire. Après, encore une fois, c'est toi qui gères ton temps libre. Donc, si tu décides que tu veux tout partir tous les jours à 4 heures du taf, bah, tant mieux, fais ça si tu veux, tant qu'il y a des résultats à la fin et que tu as quand même des choses, ton projet, il avance. Si ton projet il avance pas, tu te rends bien compte qu'à un moment, ton encadrant il va te dire c'est pas ouf. Mais si ton truc il avance, bah, gère ton temps comme tu le veux. Si tu veux arriver à 7h du matin, arrive à 7h du matin. Si tu veux partir à 10h du soir, pars à 10h du soir. On est beaucoup plus autonome de ce point de vue-là, oui. Et du coup, le doctorat, comment on peut l'avoir? C'est évalué comment? Alors ça, je ne suis pas encore trop au fait parce que je suis qu'en première année, mais c'est un jury en fait. Il y a des spécialistes de ton sujet qui sont soit dans ton laboratoire, soit dans d'autres laboratoires de France ou de l'étranger, qui vont lire ton manuscrit, assister à ta soutenance, et c'est eux qui vont juger s'ils estiment que tu as fait du suffisamment bon travail, tu es allé suffisamment loin dans ta recherche, si tu as eu des bonnes idées ou pas. Dans les faits, ce qu'on dit beaucoup, c'est qu'à partir du moment où tu as été accepté en doctorat, le plus dur c'est d'être accepté en doctorat, et une fois que tu es accepté en doctorat et que tu fais du bon travail, que tu fais pas n'importe quoi, tu l'auras à la fin. Il n'y a pas vraiment de raison de te dire non, de te le refuser. Bon, je pense qu'on peut arrêter là pour l'instant, il faut que j'avance. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin. Donc maintenant qu'on a parlé un peu de thèse, de recherche et tout, on va pouvoir parler un peu de science, parce qu'on est quand même en physique, en astrophysique du coup. Et donc moi, je vais vous parler d'étoiles, et de ce qui se passe après, c'est-à-dire les étoiles et quand elles meurent, qu'est-ce qui se passe? Donc tout d'abord, on va parler d'étoiles. Et une étoile, c'est quoi? Une étoile, c'est une sorte de grosse boule de gaz, relativement chaude. Donc si vous voyez sur mon image là de fond d'écran, vous voyez qu'il y a des étoiles qui sont un peu plus bleues, des étoiles un peu plus jaunes, on a des trucs un peu plus rouges par ici. Et en fait, les différentes couleurs des étoiles, ça correspond aux différentes températures. Donc plus l'étoile elle est bleue, plus elle va être chaude, et plus l'étoile elle est rouge, plus elle va être froide. Alors quand je mets les valeurs des températures là, c'est les températures de surface. Plus on va vers l'intérieur de l'étoile, plus ça va être chaud. Mais les températures de surface, c'est ces ordres-là. Et vous voyez, le soleil, il est jaune, donc il est un peu au milieu, un peu froid, mais ça va, il est à peu près au milieu. Il vit sa vie. Vous avez aussi peut-être remarqué qu'on a des unités bizarres pour notre température. C'est quoi ce K? Ce K, c'est le Kelvin. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, oui? Oh, bah, merveilleux, parfait. Donc, c'est notre unité bizarre, qui n'est pas le degré Celsius, qui est l'unité pour mesurer la température. Et pourquoi on aime bien utiliser le Kelvin plutôt que le degré Celsius? C'est parce qu'en astrophysique, c'est beaucoup plus facile de parler en Kelvin, au sens où c'est des unités qu'on mesure. Le 0 Kelvin, c'est la température du vide absolu, donc c'est hyper facile. Alors que les degrés Celsius, qui est basé sur le point de fusion de l'eau, on s'en fiche un peu plus de l'eau dans l'univers, pour être honnête. Donc le Kelvin, c'est très bien. Donc maintenant on sait à peu près c'est quoi une étoile, c'est une grosse boule de gaz, bon, ça va. Essayons de se mettre des échelles de grandeur en tête. Alors je pense que vous avez peut-être déjà vu ça, donc je vais passer assez vite, mais si on regarde notre Soleil, qui, je ne sais pas s'il est très présent aujourd'hui, mais il a un rayon de 700 000 km, ce qui est beaucoup. Si on veut se donner un ordre de grandeur, si la Terre elle faisait 1 cm, donc 1 cm c'est genre ça, notre Soleil il ferait 1 mètre. Est-ce que 1 mètre ce serait pas... Si, c'est exactement ça. Donc ça, si c'est le diamètre ou le rayon de notre Soleil, la Terre elle fait ça. Donc on n'est pas très gros à l'échelle du Soleil. Et le Soleil n'est pas très gros à l'échelle du reste de l'univers, donc ça vous donne une idée de à quel point on est vraiment minuscule. Si on regarde la masse du Soleil, il a une masse de 2000 milliards de kilos.
C'est pas mal non plus, hein. Bon, vous vous rendez bien compte que 2000 milliards de milliards de milliards, c'est pas très pratique à dire, c'est un peu long, et on est un peu flemmard. Donc en physique, on aime bien parler en unité, en puissance de 10. Donc là, ça ferait 2 fois 10 puissance 30 kilos, ce qui est toujours autant, toujours beaucoup. Mais même 2 10 puissance 30, c'est pas très pratique. 30, c'est beaucoup comme puissance de 10. On n'aime pas trop. Parce que tout de suite, le Soleil, c'est pas si gros dans l'univers. Et tout de suite, si notre échelle de départ, c'est 10 puissance 30, ça va faire des puissances de 10 énormes à la fin. Donc on n'est pas trop fan. Donc nous, en astrophysique, on aime bien parler plutôt en masse solaire. Donc une masse solaire, c'est une fois la masse du Soleil. Pas très compliqué. Donc c'est exactement 2000 milliards de milliards de milliards de kilos. Mais c'est plus facile de dire une masse solaire. On est bien d'accord. Donc ça, c'était pour la masse. Maintenant, si on regarde la distance, est-ce que quelqu'un sait la distance entre la Terre et le Soleil? Personne? Aucune idée? Et voilà. Je vais vous le dire, c'est 150 millions de kilomètres. Maintenant, si je vous dis 150 millions de kilomètres, vous pensez que la lumière, elle met combien de temps à faire cette distance? Est-ce que c'est comme sur Terre ou c'est pratiquement instantané? Est-ce que ça se compte en minutes, ça se compte en heures, ça se compte en jours? Une idée? Oh, waouh! Merveilleux. Vas-y. Je crois que c'est 7 minutes. C'est 8 minutes, mais c'est ça. Bien joué. C'est exact, c'est 8 minutes et genre 20 secondes ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Mais c'est 8 minutes lumière. Et ça, c'est petit à l'échelle de l'astrophysique, hein. C'est pas très grand, 8 minutes lumière. Quand on sait que la première étoile la plus proche de nous, elle a 4 années-lumière, 8 minutes, c'est peanuts, c'est rien. Mais pour nous, c'est quand même suffisamment loin, ça nous permet de vivre après tout, donc on est content. Donc voilà, ça c'était pour les échelles de grandeur. Et maintenant, on va se poser la question, comment elle brille cette étoile? Comment ça marche à l'intérieur du Soleil pour que on reçoive de la lumière? Donc si on regarde la surface du Soleil, ou n'importe une des couches de l'intérieur du Soleil, il y a plusieurs forces qui s'appliquent sur le Soleil. Est-ce que vous avez vu les lois de Newton, l'équilibre des forces? Légèrement. Bon. Ok, bon, on va dire que ça va aller. Donc, c'est quoi les forces qui vont s'appliquer sur la surface du Soleil? La première, c'est peut-être celle à laquelle vous avez tous pensé, c'est la gravité. C'est la gravité qui va pousser la surface du Soleil vers l'intérieur, donc vers son cœur. Et vous vous rendez bien compte que le Soleil, il n'est pas en train de se comprimer en ce moment même, donc il y a bien quelque chose qui va équilibrer, donc quelque chose qui va pousser vers l'extérieur pour que le Soleil ne bouge plus. Et cette force, c'est une force de pression. C'est ce qu'on appelle la pression radiative, qui vient du fait que le cœur du Soleil, il est très chaud, et c'est cette chaleur qui, d'une certaine façon, veut s'enfuir, elle veut sortir du Soleil, et donc elle va pousser les couches vers l'extérieur, et ça va contrebalancer la gravité. Et donc comme le Soleil, il est à l'équilibre, donc on appelle ça l'équilibre hydrostatique, donc l'équilibre entre les forces, entre la pression qui pousse la surface vers l'extérieur, qui voudrait faire grossir le Soleil, et la gravité qui pousse le Soleil vers l'intérieur, donc qui voudrait le faire réduire. Et on a cet équilibre. Mais donc je vous ai dit que c'est qu'il faisait très chaud à l'intérieur du Soleil, et c'est pour ça qu'on a une telle pression. Mais la chaleur, ça vient d'où? Ça vient d'une réaction nucléaire, donc d'une réaction chimique qui se passe au cœur du Soleil, et qui va créer cette énergie, donc cette chaleur qui voudrait s'enfuir et qui pousse du coup. Et cette réaction, c'est la fusion nucléaire. Alors vous avez peut-être entendu parler de ce mot dans les news ou je ne sais pas quoi, mais qu'est-ce que c'est concrètement la fusion nucléaire? C'est une réaction où 4 atomes d'hydrogène, 4 noyaux d'hydrogène, donc en fait 4 protons, ils vont s'assembler tous ensemble pour faire un noyau d'hélium. Donc un noyau un peu plus lourd, avec 4 protons qui deviennent un noyau d'hélium. Et cette réaction, elle libère énormément d'énergie. Alors vous avez peut-être déjà entendu que les protons, c'est des charges positives, donc en fait ça se repousse. Ça n'a pas très envie de se coller les uns aux autres pour faire un noyau d'hélium. Donc pourquoi ce truc ça marche? Je vous dis que ça marche dans le Soleil, mais en même temps je vous dis qu'ils ont envie de se repousser. C'est bizarre. Et en fait, ça marche parce que le cœur du Soleil, il est très dense et très chaud. Il est très dense, donc en fait tous les noyaux ils sont collés les uns aux autres le plus possible. Et très chaud, donc ils vont réussir à s'associer pour faire ce noyau d'hélium. Imaginez ça comme l'hydrogène, il est en haut d'une série d'escaliers, d'une série de marches d'escalier, et l'hélium, il est un peu en dessous. Donc en fait, comme c'est très dense et très chaud, l'hydrogène, il va être poussé le long de ces marches d'escalier et il va descendre pour arriver pour former l'hélium.
Et cette différence de marge d'escalier, c'est une sorte de différence d'énergie. Et donc c'est une énergie qui va être libérée et qui va faire cette fameuse pression dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, le Soleil, il est né, enfin toutes les étoiles, elles sont nées avec une certaine quantité de cet hydrogène de départ, une certaine quantité fixe. L'hydrogène, il n'apparaît pas de nulle part, donc ils ont commencé avec une certaine quantité et il ne va pas se recréer. Donc à un moment, on va arriver, il n'y a plus d'hydrogène. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'hydrogène? Alors là, il va se passer plein de trucs rigolos. Donc tout d'abord, l'érection nucléaire, donc ce truc de l'hydrogène qui se transforme en hélium, ça se passe essentiellement au cœur de l'étoile, parce que c'est là que c'est le plus chaud et c'est là que c'est le plus dense. Mais une fois qu'il n'y a plus d'hydrogène dans le cœur, on va commencer à brûler l'hydrogène dans les couches un peu plus externes, donc un peu plus au bord. Donc il y aura de plus en plus d'hydrogène qui va être brûlé. Donc notre pression radiative, elle va gagner par rapport à la gravité de notre étoile qui était comme ça. La pression, elle va gagner, donc l'étoile, elle va grossir. Une fois qu'elle a grossi, le centre est moins dense, donc ça va brûler notre hydrogène, mais à un moment, il n'y a plus d'hydrogène. Là, c'est la gravité qui gagne. Pouf, on se recompresse. Comme on se compresse, on va augmenter la densité et la température au milieu, jusqu'au moment où on va pouvoir lancer la fusion de l'hélium. Donc l'hélium, qui était le produit à la fin, il va devenir le truc qui va fusionner pour donner du carbone et de l'oxygène. Et donc on va continuer de dévaler les marches de notre escalier, comme ça, en formant plein de nouveaux éléments les uns à la suite des autres. Et toujours dans cette étape, du coup on comprime, hop, on va lancer la fusion de l'hélium. Donc la pression radiative elle va réaugmenter parce qu'on a de nouveau plein de chaleur qui se crée, donc ça va s'équilibrer. Après, il n'y aura plus d'hélium au milieu, mais il y aura de l'hélium sur les bords, donc on va regrossir. Hop, on se recomprime, on va lancer la fusion du carbone, on va relancer la fusion de l'oxygène, etc. Donc on va descendre nos marches d'escalier jusqu'à un moment, mais jusqu'à où? Jusqu'au moment où on arrive au fer. Pourquoi le fer? Parce que le fer, il correspond au bas de notre marche d'escalier. Le fer, donc jusqu'à maintenant, ça libérait de l'énergie de descendre les marches d'escalier. C'était facile. Vu les conditions, c'était facile de descendre les marches d'escalier. Et notre fer, il est en bas des marches. Donc le fer, il faudrait lui donner de l'énergie pour remonter les marches. Mais il a la flemme. Évidemment qu'il n'a pas envie de faire ça. Donc il va rester en bas. Donc le fer, on ne va pas pouvoir le fusionner. Donc le moment où on arrive à la fusion du fer, la gravité, elle peut recomprimer autant qu'elle veut. Il n'y a rien qui va se remettre à fusionner pour refaire de la chaleur et refaire de la pression. Ça ne va pas marcher. Et donc là, il va se passer des trucs très intéressants qu'on appelle des supernovas, parce qu'en fait, la gravité du coup va gagner, elle va comprimer le cœur de fer qui ne veut plus fusionner. Les couches externes de notre étoile, elles vont rebondir sur le cœur, un peu comme si vous lanciez un ballon de foot contre un mur, parce que le cœur, il a été tellement comprimé qu'il est pratiquement un mur, et vous lancez votre ballon de foot sur le mur, il rebondit et il est éjecté à l'autre côté. Et c'est exactement ce qui se passe pour les couches extérieures, qui vont donc rebondir sur le cœur, et qui vont être éjectées partout ailleurs, et qui vont donner ces jolies images qu'on voit ici sur les deux images que je vous ai mises là, qui sont en fait toutes les couches extérieures de l'étoile qui ont été éjectées lors de cet événement qu'on appelle une supernova. Et donc après, la question c'est qu'est-ce qui reste, notre cœur de fer, là, qu'est-ce qu'il est devenu? En fait, je suis allée un peu vite et il y a plusieurs scénarios qui peuvent se passer. Donc si on revient un tout petit peu en arrière, en fait, ça dépendra de la masse de notre étoile initiale. Donc si on regarde une étoile type le Soleil, qui est considérée comme une plutôt faible masse, c'est petit le Soleil. Donc on est dans ce genre de scénario-là. Donc je vous ai dit, ça va commencer à brûler l'hélium, ça va grossir, donc c'est ce qu'on appelle une géante. Et le problème du Soleil, c'est que à un moment, la gravité, elle va comprimer notre étoile et ça ne va pas réussir à lancer la fusion des éléments d'après. En fait, ça va s'arrêter avant le fer. Il y a un moment où on ne va plus donner assez d'intensité pour faire descendre les dernières marches d'escalier, ça va s'arrêter avant la fin. Donc en fait, notre cœur qui reste, ce n'est pas du fer, c'est plutôt du carbone, de l'oxygène, du néon, du magnésium, des trucs comme ça. Donc des trucs un peu plus légers que le fer, mais un peu plus lourds que l'hydrogène. Et c'est ce cœur qui va rester, qui va être du coup comprimé par la gravité, jusqu'au moment où les noyaux ils vont être tellement collés les uns aux autres qu'ils vont résister comme ça, parce qu'ils sont tellement collés les uns aux autres qui vont réussir à bloquer la gravité. Et donc ça va nous donner une sorte de petite boule qui s'appelle une naine blanche. Donc ça c'est le cas où on n'arrive pas à aller jusqu'au fer. Dans le deuxième cas, donc les étoiles qui sont un peu plus massives, où on arrive à aller jusqu'au fer, on a encore deux cas. Je vous ai dit que c'était compliqué.
Donc là, on arrive à cette supernova. Donc là, on arrive au cœur de fer. Les couches extérieures sont éjectées. Ça nous fait les images que je vous avais montrées tout à l'heure. Et encore une fois, pour les étoiles de masse moyenne, donc typiquement entre 10 et 20 masses solaires, le cœur, il va être donc là, on a un cœur de fer. Le cœur, il va encore être comprimé, mais là aussi, il va réussir à un moment à résister à la gravité, parce que c'est pareil. Bon, à ce moment-là, ça ne va même plus rester en atomes et en noyaux. Ça ne va plus être du tout ça. Ça va être une sorte de soupe de particules, mais qui sont aussi toutes collées les unes aux autres. Et donc, elles vont réussir à résister à la gravité. Et là, ça va nous donner ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Et dans les cas les plus extrêmes, quand la masse elle est tellement grande, là, on va arriver au moment où il n'y a plus rien qui peut résister à la gravité. La gravité, elle va gagner. Et là, ça forme ce qu'on appelle un trou noir. Donc, on va regarder brièvement ces trois sorties les unes après les autres. Donc, tout d'abord, les naines blanches. Donc, les naines blanches, c'est le cœur qui n'était pas encore du fer et qui a réussi à résister à la gravité. Donc, typiquement, c'est des objets qui ont des rayons de l'ordre de la Terre, mais pour la masse à peu près du Soleil. Donc, c'est quand même franchement dense. Ce serait pas super la vie là-bas, qu'on se le dise tout de suite. Et concrètement, ce genre d'objet, ça ressemble à quoi? C'est ce que je vous disais, les noyaux, ils se sont collés les uns aux autres. Donc en fait, ils se sont agencés, ils se sont donné la main, et ils se sont bloqués. Hop, on résiste à la gravité. Et donc en fait, ils se sont agencés dans une structure qui est hyper solide. C'est un peu comme le diamant sur Terre. C'est pour ça que le diamant, c'est hyper dur, parce que les molécules et les atomes, ils se sont agencés dans une configuration qui fait qu'ils arrivent à résister à la plupart des coups. Et les naines blanches, vous pouvez le voir comme une sorte de très gros diamant, parce que c'est un peu la même chose. Donc c'est très gros, c'est très dense. Enfin, c'est pas très gros, mais c'est très dense, pardon. Donc ça, c'était les naines blanches. À l'autre extrémité du spectre, on a les fameux trous noirs, dont vous avez, j'imagine, déjà entendu parler. Donc les trous noirs, c'est beaucoup plus impressionnant en termes d'échelle. Il y a des trous noirs qui ont des masses de l'ordre du Soleil, donc on les appelle des trous noirs stellaires. Et on a des trous noirs qui sont de l'ordre de 10, 100 millions de masses solaires, 100 milliards de masses solaires pour les plus lourds, qu'on appelle les trous noirs supermassifs. Je n'ai pas dit qu'on était très original. Hein. Et comme leur nom l'indique, c'est des trous noirs. Donc pourquoi c'est noir? Tout simplement parce que, vous l'avez peut-être déjà entendu cette explication, en fait c'est que la lumière, elle ne peut plus s'en échapper. Donc la gravité dans un trou noir est tellement forte qu'à un moment, même la lumière, qui est la chose qui va la plus vite dans tout l'univers, rien ne va plus vite que la lumière, et même la lumière, elle n'arrive pas à se sortir de cette attraction. Et donc cette limite, la limite à partir de laquelle même la lumière, elle est condamnée, on l'appelle l'horizon des événements. Et c'est une sorte de rayon du trou noir. Même si c'est dur de définir un rayon, parce que c'est un truc noir sur un fond noir, donc il a fallu trouver quelque chose. Donc c'est l'horizon des événements. Et typiquement, pour des trous noirs stellaires, donc à peu près la masse du Soleil, l'horizon des événements, c'est 3 km. Donc vous pouvez imaginer qu'entre ici et la mairie d'Anglette, il y a un trou noir. Bon, on ne serait pas très vivant, hein, mais c'est à peu près ce genre de taille-là. Et pour les trous noirs les plus massifs, le rayon il est proportionnel à la masse. Donc plus la masse est grande, plus le rayon va être grand. Donc comment on fait pour observer ces trucs qui sont franchement impressionnants et noirs? Il y a des gens qui ont réussi. En 2017, il y a un télescope qui s'appelle l'Event Horizon, donc l'horizon des événements télescope, qui a réussi à observer un trou noir, donc M87, c'est une galaxie, le centre d'une autre galaxie, et ils ont vu ça. Donc ça a été une très très grande découverte à l'époque, ils ont eu le prix Nobel, je crois, parce que c'est la première image d'un trou noir. Donc il faut savoir qu'avant 2017, donc 2017 c'est très récent, avant 2017 c'était purement des objets théoriques. On se disait, on pense que ça existe, on pense que ça se comporte comme ça. Mais vous voyez, dans nos questions de recherche, on en était là, on pense que c'est ça. Mais il n'y a personne qui avait eu de preuves concrètes. Et là, on a réussi à l'observer, ce qui est un truc de fou quand même. Et en plus, ça a été d'autant plus... Oui, vas-y. Ouais, je pense. Juste, quand on voit ça au télescope, comment on peut savoir que c'est un trou noir sans même qu'on en ait vu avant? Enfin, comment on peut être sûr que... Ça c'est... Tu me donnes 10 secondes et je vais t'expliquer. Comment on peut savoir que c'est un trou noir? Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont fait des simulations, donc des modèles. Donc, ils ont pris un trou noir, comme les lois de la physique, donc les équations mathématiques pensaient que ça se comportait, et ils se sont dit, bon, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait observer si ça se comportait effectivement comme ça. Et donc, ils ont fait des simulations, et ils ont obtenu des trucs comme ça.
où le rond noir au milieu, c'est le fameux trou noir avec son horizon des événements. Et tout autour, là, cet anneau de lumière et ces espèces de bras que vous voyez, en fait, c'est toutes les poussières qui sont autour, toutes les particules, la matière qui est autour, qui est attirée par ce trou noir. Et donc, comme elle est attirée, elle va de plus en plus vite, donc elle devient de plus en plus chaude, et donc elle émet de la lumière. Et c'est cette lumière qu'on voit et qui fait cette espèce d'anneau. Et donc, ça, c'était les simulations. Et comment on savait que c'était un trou noir? Eh ben, parce que ça colle. Parce qu'on s'est dit, ah bah, ça a l'air d'être bon. Bon, après, là, tu aurais le droit de me dire, t'es sûr que ça colle? Je pense que tu as des lunettes et c'est une bonne raison. C'est vrai, mais dans les faits, il faut savoir que ce trou noir, il est très, 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 très loin de nous. Et ça, cette simulation, c'est la version un peu parfaite. C'est la version si on était juste en face. Ou alors si on avait un appareil photo avec un zoom absolument parfait et qu'on voyait net. Dans les faits, ce n'est pas tout à fait vrai. On voit plutôt flou, parce que c'est très loin. Et donc on voit plutôt, si on floute cette simulation, on obtient ça. Et là, vous êtes d'accord avec moi que ça ressemble, je pense. Et donc voilà, quand on a vu ça, les gens qui font des simulations, les gens qui font des modèles théoriques, ils nous ont dit, ah bah, nous, on s'attendait à observer ça. Donc on est plutôt content. Donc c'est plutôt un bon accord. Et donc ça nous a rassuré que ce qu'on voyait, ça semblait effectivement être le fameux trou noir qu'on cherchait. Ça va, c'était clair? Ok. Donc voilà. Donc ça c'était pour les trous noirs. Donc à titre, juste pour vous donner une petite échelle pour finir sur les trous noirs. Donc ce trou noir, il est absolument énorme. Il fait 6 milliards de masses solaires. Donc vous comprenez pourquoi on ne parlait pas de 2000 milliards de kilos, parce que sinon ça nous ferait vraiment beaucoup. Donc là c'est 6 milliards de masses solaires, et le rayon de son horizon d'événement, donc le rayon de cette tache noire, on pourrait mettre 100 fois, 127 fois de mémoire, la taille Terre-Soleil. Le système solaire il rentrerait largement à l'intérieur, pour vous donner une idée de la taille du truc. Donc c'est vraiment un mastodonte dans la catégorie. C'est un des plus massifs qu'on connaît d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est allé le regarder, parce que justement, comme je vous disais, plus c'est massif, plus c'est gros. Et comme on regarde des trucs qui sont très loin, c'est bien qu'ils soient un peu plus gros pour que ce soit plus facile à voir. D'où le fait qu'on a réussi à l'observer. Donc voilà, c'en est fini pour les trous noirs, et maintenant on va parler du cas intermédiaire, celui où c'est un cœur de fer, mais on arrive quand même à résister, et c'est ce qu'on appelle les étoiles à neutrons. Et donc on va finir sur les étoiles à neutrons. Pourquoi? Parce que c'est mon truc préféré, c'est ça que j'étudie, donc je suis biaisée évidemment. Donc les étoiles à neutrons, petite présentation, c'est des objets qui ont des rayons typiquement de l'ordre de 10 km à peu près, pour une masse à peu près 1,5 fois celle du Soleil. Donc, pour vous donner une idée, encore une fois, c'est si on mettait une étoile à neutrons, elle rentrerait parfaitement entre ici et Saint-Jean-de-Luz. Voilà, c'est à peu près ça, la taille, à peu près ça, 20 km. Et donc on pourrait mettre une étoile à neutrons en plein milieu. Mais c'est la masse du Soleil, donc c'est très 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 dense. Et tellement dense qu'on appelle cette matière la matière ultra dense. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'on était très originaux. Et cette fameuse matière ultra dense, elle est hyper intéressante parce que c'est très mal connu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des conditions tellement extrêmes qu'on n'arrive pas à refaire ça sur Terre. C'est trop extrême pour qu'on fasse ça en laboratoire. Donc en fait, on ne connaît rien dessus. Et on est obligé d'aller regarder ce genre d'objet qui est hyper bizarre, qui est loin dans l'univers, pour pouvoir en apprendre plus. Parce qu'on n'a aucun moyen de refaire ça sur Terre. Heureusement pour nous, elles ont réussi à être observées dans plusieurs longueurs d'onde différentes, ce qui nous permet d'avoir plein d'informations pour faire de la science avec. Donc tout d'abord, un petit point historique. Ah non, pardon, ce sera après. Donc pourquoi elles sont si intéressantes? Donc on n'en connaît pratiquement rien, mais on est très intéressé par les fameuses mesures de masse et de rayon. Ça, c'est un peu le end goal de ma thèse et de plusieurs thèses et de plein de gens qui travaillent sur les étoiles à neutrons, c'est essayer d'obtenir des masses et des rayons. Pourquoi? Parce qu'on cherche la fameuse équation d'état de cette matière ultra dense. Alors, l'équation d'état, c'est concrètement une relation mathématique entre, par exemple, la masse et les rayons, mais ça peut être aussi entre la densité et la pression, des trucs comme ça. Enfin, c'est équivalent. Mais bon, c'est une relation entre la masse et le rayon qui nous dit en gros comment la matière elle se comporte. Au sens où, pour une masse fixée, ça va nous donner exactement le rayon qui correspond. Donc comme nous, on ne sait pas trop ce que c'est, on a évidemment, les théoriciens, ils ont plein d'idées. Et ça peut peut-être se comporter comme ci, ça peut peut-être se comporter comme ça. Donc en fait, si on trace un diagramme masse-rayon, ça nous fait plein de courbes. Chaque courbe là, chacune des courbes,
c'est une équation d'état différente, donc une façon pour la matière de se comporter dans ce genre de conditions, dans les étoiles à neutrons. Et l'idée, évidemment, c'est d'essayer de mettre des points, donc de faire des vraies mesures physiques, pour mettre des points sur ce diagramme et pour dire, bah, c'est celle-là et c'est pas celle-là, ou alors c'est celle-là et c'est pas celle-là. Donc pour essayer de décider un peu laquelle est la bonne. Mais évidemment, c'est des trucs assez compliqués. Donc tout d'abord, un petit point historique de comment on a réussi à les détecter, ces étoiles à neutrons, parce que c'est une histoire assez rigolote et qui a le mérite d'avoir été découverte par une femme qui s'appelle Jocelyn Bell et qui était un peu dans ma position, qui avait commencé sa thèse en 1967, donc il y a presque 60 ans. Et sa thèse, c'était de construire un radiotélescope. Donc elle est britannique, elle a fait sa thèse à côté de Manchester. Et donc sa thèse, c'était de construire un radiotélescope dans le but d'observer les noyaux de galaxies dans d'autres galaxies. Donc vraiment rien à voir avec les étoiles à neutrons. Vous me demanderez pourquoi j'en parle. Parce qu'elle a fait son fameux radiotélescope, il était tout beau, tout neuf, elle le pointe vers le ciel. Et là, qu'est-ce qu'elle observe? Elle observe un petit signal périodique, une sorte de bip, bip, bip. Bon, dans les faits, ce n'est pas un son, c'est une lumière, donc c'est comme une sorte de flash lumineux qui se répète périodiquement. Qu'est-ce qu'elle a pu penser que c'était? Est-ce que vous avez un guess avant que je vous donne? Est-ce que... Ouais? Ah, non. Des signaux extraterrestres? Oui, elle a cru que c'était des aliens. Donc au début, elle a appelé ça Little Green Men, pour petits hommes verts. Bon, dans les faits, la science ne lui a pas donné raison, ce n'est pas des signaux extraterrestres, quel dommage. Mais c'est les signaux d'un truc qu'on appelle un pulsar, qui est en fait une étoile à neutrons, qui émet de la lumière selon un axe, et comme les étoiles à neutrons, ça tourne, bah, ces pulsars, ça fait des phares, en fait, qui tournent, et dès qu'ils passent devant nous, on va recevoir un flash de lumière. Et c'est ces flashs de lumière qu'elle a reportés périodiquement sur sa petite feuille. Donc ça, c'est plutôt stylé quand même. Et avec ces flashs de lumière qu'on observe en ondes radio, en fait, on peut faire plein de sciences très intéressantes sur les étoiles à neutrons. Et notamment, mesurer des masses. Parce que, bon, il faut que ce soit dans des conditions assez particulières pour pouvoir obtenir des masses, mais si on a ces fameuses pulsars, donc pulsar, c'est pour pulsating star, c'était pour étoiles qui pulsent, parce qu'à la base, ils pensaient que c'était des étoiles, et comme ça pulse comme un phare. Au final, c'est pas des étoiles, c'est des étoiles à neutrons, mais on y est presque. Mais bon, donc comme ces étoiles, elles pulsent, et donc elles nous envoient des signaux de manière périodique, et c'est hyper régulier, les pulsars, c'est vraiment très 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 précis. Mais s'ils sont dans un système binaire, donc c'est-à-dire s'ils tournent autour d'une autre étoile, la distance entre nous et le pulsar, elle va changer un tout petit peu, je suis d'accord, mais elle va changer un tout petit peu entre les différentes positions de son orbite. En fonction d'où il y aura un peu plus ou un peu moins de distance. Et ça va nous faire des délais temporels. Donc notre signal que nous, on attend à un instant T, il va arriver un tout petit peu en avance ou un tout petit peu en retard en fonction de où le pulsar il est dans son orbite. Et ces délais temporels, on peut les mesurer. Et si vous avez vu, je ne sais pas, mais en fait, ces délais temporels, on peut les associer de manière directe aux paramètres de l'orbite que notre pulsar il fait. Donc genre à la distance au centre, à la période, au temps qu'il met à faire un tour. Et ces paramètres de l'orbite, il y a les lois de Kepler qui existent et qui les relient directement aux masses des deux objets qui tournent l'un autour de l'autre. Donc c'est super, nous on observe des flashs lumineux en radio, on a juste des délais temporels et on arrive à remonter aux masses des objets, ce qui est plutôt cool. Et donc vous voyez, si on se souvient de notre goal de chercher c'est quoi les fameuses équations d'état, quand on a des masses de pulsars, on peut mettre ces espèces de bandes, parce qu'on dit on a mesuré un pulsar à telle masse, très exactement, enfin avec des erreurs évidemment, et donc on sait que nos équations d'état, il faut qu'elles atteignent ces valeurs-là, parce qu'on a des mesures. Donc déjà ça nous apporte plein d'informations, parce que vous voyez toutes les courbes qui s'arrêtent en dessous, sont pas possibles. On a des mesures qui nous disent que c'est là, donc c'est pas possible. Donc ça nous donne des informations, mais c'est pas suffisant. Parce que c'est bien d'avoir des masses, mais il faudrait avoir des rayons aussi. Parce que là, si on a aussi un rayon avec une erreur, on est super, ça nous donnerait plein d'informations. Donc, pour avoir des rayons, il faut partir en rayon X, où on a des phénomènes assez similaires aux trucs radio avec des phares, mais cette fois, c'est des points chauds sur la surface de notre étoile. Par exemple, des trucs comme ça, là, les taches rouges et jaunes. C'est des points chauds, c'est juste des zones un peu plus chaudes que le reste,
qui vont tourner avec notre étoile à neutrons. Et du coup, on va les voir apparaître et disparaître avec la période. Donc, si vous voyez la quantité de lumière qu'on reçoit, hop, dès qu'elle est devant, on en reçoit plein. Dès qu'elle est derrière, c'est caché. Donc, on voit moins. Et avec ces variations, qui sont ici dans le cas d'une vraie étoile à neutrons, on peut remonter par ça à la masse et au rayon. Parce qu'en fait, on a des modèles qui nous ont fait la vidéo que je viens de vous montrer, qui, à partir de la configuration, donc à partir de la masse et à partir du rayon de l'étoile à neutrons, à partir des paramètres du point chaud qui tourne, ça peut nous créer des courbes de luminosité, donc des trucs comme ça, qu'on peut comparer avec nos vraies données pour remonter au rayon de l'étoile qui a émis ça. Et donc ça nous permet de mettre des espèces de patates sur notre fameux diagramme masse-rayon. Donc avant, tout à l'heure, avec les radios, on n'avait que des bandes. Là, hop, on a des bandes de masse, mais on a aussi des bandes en rayon. Donc ça nous fait des espèces de patates. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot. Et donc ça nous donne plein d'informations encore. Ça nous permet de dire, des étoiles qui sont là, des équations d'état qui sont là, c'est pas ouf. Des équations d'état qui sont là, c'est pas ouf non plus. Il faut que ça passe à peu près par là. Ça ne nous permet pas encore de dire laquelle est la bonne, mais ça nous donne déjà des idées. Donc je me rends compte que je n'ai pas trop expliqué les équations d'état, je vais revenir dessus. Les équations d'état, il y en a plein de types différents. Là, si vous avez vu dans mon plot tout à l'heure où il y a plein de noms différents, en fait, ça caractérise comment la matière se comporte. Donc vous pouvez le voir, comme il y a des équations d'état qui sont caractérisées comme étant plus dures, au sens où c'est comme si la matière se comportait un peu comme une brique ou comme du béton. Donc pour une masse, vous imaginez une sphère d'une masse fixée, si on appuie dessus et que c'est une brique, elle ne va pas beaucoup bouger. Donc elle va avoir un tel rayon. Par contre, si vous prenez la même sphère de la même masse, mais c'est une éponge, c'est une matière un peu plus épongeuse, quand on appuie dessus, le rayon il va être beaucoup plus petit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des matières plus molles. Et les équations d'état, c'est exactement ça. Ça caractérise à quel point la matière elle est dure ou à quel point elle est molle. Donc typiquement, pour une masse fixée, une matière qui va être un peu plus éponge, elle aura un rayon plus petit, et donc les équations d'état elles vont être plus par là. Et une matière qui va être plus dure, donc qui va être un peu plus type brique, les équations d'état elles vont être par là. Donc c'est ça un peu le end goal, l'objectif final, c'est d'essayer de savoir, dans toutes ces lignes, c'est laquelle la bonne. Bon, évidemment, c'est très compliqué. Moi, le but de ma thèse, c'est d'essayer de rajouter des patates sur ce truc pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas en 3 ans de thèse que je vais trouver laquelle est la bonne. Déjà, si j'arrive à dire que celle-là, elle n'est pas bonne et celle-là, elle est bonne, c'est déjà un début d'information. Déjà, dire que quelque chose n'est pas bon, c'est quand même une information très importante. Donc voilà, c'est normalement tout pour moi. Je vous remercie de votre attention et je vais prendre toutes vos questions. Autant sur la science que sur la recherche, que sur tout ce que vous voulez. N'hésitez pas. Et 14h56, je suis très bonne. Plutôt dans le diaporama, vous avez montré un sorte de système solaire avec les orbites qui se croisent. C'est purement théorique ou c'est pour illustrer Enfin, c'est pour illustrer ou ça existe? J'ai pas compris ta question, tu peux redire? Là, sur celui-là? Oui, avec les orbites qui se croisent. Ah, les orbites qui se croisent, oui. là. Est-ce que ça oui, existe? Oui, non, c'est vrai. Ok. Alors, dans les faits, elles ne vont pas se croiser au sens où les deux objets ne vont pas être au même endroit au même moment. Tout simplement parce que, en fait, ça fait des orbites comme ça parce qu'il y a une attraction gravitationnelle entre les deux. Mais du coup, c'est plutôt quand le Soleil il va être là, l'étoile à neutrons elle va être là, si tu veux. Enfin, ouais, plutôt par là. Et en fait, ils vont être toujours à l'opposé l'un de l'autre dans leurs orbites respectives. Donc, ils ne vont jamais être tous les deux à cet endroit-là au même moment. Par contre, c'est tout à fait possible que les orbites se croisent et donc qu'il y ait, genre, sur toute l'orbite, il y ait des moments où ils soient au même endroit. Mais ça ne va jamais arriver en vrai. D'autres questions? Ouais, vas-y. Du coup, comment vous faites votre recherche pour votre thèse? Parce qu'en 3 ans, comment vous arrivez à rajouter les patates? C'est compliqué. C'est faisable, je vous rassure. J'ai un collègue de 2e année qui vient d'en rajouter une sur son truc. Mais en fait, on observe des signaux qui sont un peu comme ça, on va dire, avec des pulses, donc des bonds dans la luminosité. Et on a un logiciel, un logiciel, on va dire, qui nous fait ce genre de vidéo-là, en fait, qu'on a tous codé, qu'on a codé. Moi, j'ai participé au code. Il a été créé il y a quelques années déjà. Donc, on a tous participé à la création de ce code qui
nous fait ce genre de truc. Donc, il nous prédit, ah bah, là, il y a tel point chaud, pour telle masse, tel rayon d'étoile, telle caractéristique, telle distance aussi. La distance est très importante. Voilà ce qu'on s'attend à obtenir. Et donc, il nous fait des espèces de courbes comme ça, qui ressemblent à celle-là, mais théoriques. Et en fait, nous, on fait de l'ajustement. Donc, c'est-à-dire qu'on prend ces données-là, on va donner le modèle, et on va essayer de trouver les bons paramètres pour que les deux collent, pour que notre modèle et nos données, il arrive à reproduire parfaitement, ou presque parfaitement, nos données. Donc en fait, mon travail, c'est beaucoup un travail, de code, parce qu'il faut améliorer ce logiciel, qui est encore un peu neuf, on va dire. Et 2, c'est de l'ajustement. Donc il y a plein de méthodes différentes. Je ne pense pas que ce soit très pertinent d'entrer dans les détails, mais il y a plein de méthodes différentes pour comparer les données, le modèle aux données et dire bah, c'est cette configuration-là, donc c'est tel jeu de paramètres, telle masse, tel rayon, tel point chaud, qui va coller le mieux aux données. Et donc c'est sans doute ça qu'on observe. Après, dans les faits, on n'est jamais sûr, mais ça va, ça répond? Okay. Merci. D'autres questions? Est-ce qu'il existe des étoiles à neutrons qui ne sont pas des pulsars, ou automatiquement ce sont toujours des... Oui. Alors, dans les faits, on pense que la plupart, ils émettent ce rayon en radio. Et comme ça, on le sait, on le pense encore une fois, qu'ils tournent. On s'attend à ce qu'ils aient tous cette émission radio. Est-ce qu'elle est ma vidéo? Elle est là. On s'attend à ce qu'ils aient tous cette émission radio selon leur axe. Après, c'est plus des arguments géométriques. Au sens où, pour que nous, on voit ce qu'on appelle un pulsar, il faut que ce rayon radio, il passe devant nous, donc qu'on le voit. Mais si, pour des raisons d'angle, il passe un peu au-dessus ou un peu en dessous, nous, on ne le verra pas. Donc nous, on ne va pas classifier ça comme des pulsars, on va classifier ça comme des étoiles à neutrons. On va classifier les pulsars uniquement ceux qu'on voit. Donc ceux qui, géométriquement, la configuration fait que ce cône de lumière, il passe devant nous et on le voit. Mais voilà, pour des raisons géométriques, ce n'est pas forcément le cas. Alors ça paraît toujours un peu bizarre parce que c'est quand même une sorte de mini-étoile. Et comment se fait que ces mini-étoiles n'éclairent que dans deux directions comme ça particulières et pas sur l'intégralité de leur surface? Alors, en rayon X, la plupart, ils émettent une émission thermique de toute la surface. Et il y a des points chauds en plus. Et pour les rayons radio, les points chauds sont un peu corrélés aux trucs radio, c'est vrai. Bon, bref. En fait, ils ont un champ magnétique très très fort. Les pulsars, ils ont des champs magnétiques qui sont genre 10 puissance 10 fois le champ magnétique terrestre, voire 10 puissance 15 pour les plus intenses. Et donc en fait, ce champ magnétique très fort, qui n'est pas forcément aligné à l'axe de rotation dans ce genre de cas, c'est selon l'axe du champ magnétique qu'on va avoir une émission synchrotron qu'on appelle. Parce que les particules, elles vont être en quelque sorte arrachées de la surface de l'étoile à neutrons par ce champ magnétique qui est hyper intense. Elles vont être accélérées le long des lignes du champ magnétique, donc pile selon cet axe-là. Et comme elles sont accélérées, elles vont émettre de la lumière. Et c'est cette lumière qu'on voit dans ces axes. Et donc, en fait, les deux axes correspondent aux deux axes du champ magnétique. Et c'est pour ça que c'est uniquement polarisé selon cet axe-là et pas le reste. Alors, mais dans le domaine du visible, ça éclaire dans tout? Pas du tout. Pas du tout. Les domaines du visible, c'est pas visible. Ah, on peut pas les voir? Okay. Non. Okay. Ça n'a aucune émission dans le domaine du visible. Okay. C'est pour ça que moi, je fais pas du tout de visible, en tout cas pas sur les étoiles à neutrons. Parce que c'est visible en radio comme ça, c'est visible en X et en GABA par des émissions thermiques ou des émissions non thermiques, encore des processus d'accélération, des trucs comme ça. Mais c'est pas visible ni en infrarouge, ni en X, ni quoi que ce soit. Enfin... Ouais. Après avoir fait votre doctorat, vous comptez faire quoi comme métier? Ou alors ça peut ouvrir à quelle porte de métier plutôt? Le métier classique, on va dire, c'est de faire de la recherche, donc d'être chercheur, d'être embauché par exemple par une université ou par le CNRS pour faire ça à plein temps le reste de ma vie. Donc ça, c'est une des options et c'est l'option que la plupart des gens ils cherchent à avoir. Après, dans les faits, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes, donc il n'y a pas beaucoup d'emplois à plein temps. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des post-doctorats. Donc c'est des CDD, des contrats de genre 2-3 ans, où on va dans un autre labo, ou on reste dans le nôtre, peu importe, pour faire ça, pour faire un autre projet pendant 2-3 ans.
Et après, on refait un autre postdoctorat dans un autre labo pour encore 2-3 ans jusqu'à ce qu'on obtienne un poste permanent. Donc ça, c'est l'option que la plupart des gens y prennent, on va dire. C'est la voie la plus classique. Après, c'est aussi possible, a priori, de partir dans l'industrie. Parce que même si les étoiles à neutrons, les industriels, ils en ont un peu rien à faire, qu'on ne se le cache pas. Mais pendant toute ma thèse, moi, par exemple, j'aurais développé plein de compétences, notamment en informatique, des compétences d'esprit critique, des compétences d'autonomie. Donc il y a plein de ce qu'on appelle les soft skills, les talents un peu... Ouais, soft, je ne sais pas comment traduire. Mais bon, en fait, il y a plein d'autres compétences que tu peux développer pendant un doctorat qui peuvent être d'un intérêt pour des entreprises plus privées. Et par exemple, en ce moment, la mode, c'est le machine learning. Et ça, si tu fais du machine learning pendant ton doctorat, c'est très populaire auprès des entreprises après. Donc tu sais que c'est plus facile de partir dans le privé. Oui. Est-ce qu'on sait ce qui se passera sur Terre quand le Soleil, ça sera plus l'étoile qu'elle est maintenant, enfin, quand ça changera de forme du coup? A priori, on ne va pas survivre très longtemps. Je suis désolée de vous l'annoncer. Bon, je vous rassure, vous serez tous morts d'ici là, sauf si on trouve la fontaine de jouvence d'ici là, mais bon, je ne suis pas très optimiste. Mais oui, a priori, donc comme je vous le disais, quand elle va devenir géante, donc quand elle va commencer à grossir, parce qu'elle n'aura plus d'hydrogène au milieu, mais elle aura encore de l'hydrogène sur les bords, elle va grossir. Et a priori, elle va, si je me souviens bien, elle va manger jusqu'aux orbites de genre Vénus, ou Mercure ou Vénus. Donc elle va grossir. A priori, elle ne va pas aller jusqu'à la Terre, mais en fait, dans les faits, nous, on va devenir très très proche de l'étoile. Donc il va faire très très chaud. Donc a priori, la race humaine, si elle a survécu jusque-là, elle ne survivra pas beaucoup plus longtemps. Mais bon, ça arrivera dans des milliards d'années, donc on a une certaine marge de manœuvre. D'autres questions? Le télescope que vous utilisez pour observer ça, en fait, il est sur Terre, il est dans l'espace, il est... Ça dépend lesquels. En radio, donc pour observer ce genre de choses-là, les télescopes, ils sont terrestres, tout simplement parce que l'atmosphère terrestre, elle n'absorbe pas dans le radio. Donc les ondes radio, elles peuvent passer à travers comme s'il n'y avait rien. Donc on n'a pas besoin de s'embêter à envoyer un télescope dans l'espace, c'est pas la peine, on peut les construire sur Terre. Et donc il y en a un certain nombre, il y en a beaucoup, qui sont déjà sur Terre. C'est plein de grosses antennes en fait pour récupérer des photos. Donc ouais, en radio on n'a pas besoin d'envoyer dans l'espace. Par contre, si on est en rayon X ou en rayon gamma pour une partie, là c'est l'inverse. L'atmosphère est complètement opaque au rayon X. Donc nous, c'est bien, on est protégé. Enfin, en tant qu'humain, on est content, on est protégé. Mais du coup, pour la science, on est obligé d'envoyer des télescopes dans l'espace pour pouvoir observer les rayons X de sources astrophysiques. Donc ça, voilà, ça dépend un peu des longueurs d'onde. Vous pouvez utiliser James Webb? Oui. Oui, alors le truc, c'est que James Webb, c'est en infrarouge. Donc pour les étoiles à neutrons spécifiquement, c'est pas très intéressant parce que ce que je vous disais, c'est que ça émet pas en infrarouge. Par contre, moi, dans mon cas spécifique de ma thèse, je suis très intéressée par des étoiles à neutrons qui sont, comme ce que je vous disais, avec des étoiles compagnes. Et en fait, l'étoile compagne, elle émet dans l'infrarouge. Et donc, j'ai très récemment eu des données James Webb pour observer l'étoile compagne d'un de mes systèmes. Donc voilà, donc on peut utiliser James Webb, mais ce n'est pas vraiment pour l'étoile à neutrons, c'est plutôt dans le cas de systèmes binaires, donc dans des cas un peu particuliers, où là, ça devient pertinent. Oui, une question derrière. Si vous recevez un signal, donc que ce soit lumineux, radio, etc., comment vous pouvez savoir que c'est une telle étoile ou autre chose qui émet ça? Comment vous interprétez? Vous êtes quasiment sûr de... Alors, c'est compliqué. C'est une bonne question et je ne suis même pas sûre que je saurais parfaitement y répondre. Dans les faits, on se sert beaucoup des positions. Donc là, dans le cas d'une étoile à neutrons, dans des systèmes binaires comme ça, on sait qu'à cette position-là, il y a une étoile à neutrons. Donc si on obtient un signal qui vient pile de cette position-là, on va supposer que c'est la même source. Après, évidemment, il y a des marges d'erreur, on va dire, parce que c'est tout à fait possible qu'il y ait deux sources qui soient très très proches et qu'on ne voit pas la différence. Donc il y a aussi une autre méthode
qui s'appelle la parallaxe. C'est-à-dire, vous savez que la Terre tourne autour du Soleil. Donc en fait, s'il y a une étoile qui est fixe, qui est très très loin, donc qui, elle, ne bouge pas, on va dire, nous, en tournant autour du Soleil, on va la voir bouger dans le ciel. Mais c'est périodique d'1 an, parce que la Terre tourne en 1 an. Donc en fait, elle va faire une sorte de cercle, on va dire, ou une bande, un trait, et elle va revenir au point de départ en 1 an. Donc ça, c'est une bonne méthode pour nous permettre de mesurer des distances. Parce qu'on va pouvoir mesurer l'angle avec lequel elle a bougé. Nous, on sait la distance que la Terre elle a fait. Et donc ça nous permet d'avoir, avec les lois de Thalès, la distance avec l'étoile qu'on observe. Donc ça nous permet d'avoir des distances assez précisément. Et donc typiquement, si on voit que 2 étoiles, elles n'ont pas du tout les mêmes distances, mais qu'elles sont juste à côté, on pourra dire c'est pas la même chose. Mais voilà, à part ça, c'est beaucoup, on prie que ce soit la même chose à cette position-là. Et si on sait qu'il y a déjà quelque chose, on va supposer que c'est la même chose, mais c'est beaucoup de l'approximatif. J'avais une petite question. Est-ce que tu as rencontré pas mal d'obstacles le long de... Par exemple en tant que fille, parce que... En tant que fille, le long de tes études, en fait. Moi, j'imagine que j'ai eu... peut-être qu'il y a aussi le fait de dire, non, une fille, je ne fais pas de sciences non plus. Ouais, alors, de ce point de vue-là, je pense que j'ai quand même été assez privilégiée, au sens où mes parents aussi, ils ont fait des sciences, donc ils n'ont jamais eu aucun problème avec le fait que je fasse des sciences. C'est plutôt mon grand-père qui est très arriériste qui nous a expliqué que comment ça va faire de la physique, il faut qu'elle fasse de la médecine. Mais heureusement, j'écoute pas beaucoup mon grand-père, comme vous pouvez le constater. Mais à part ça, non, j'ai eu plutôt de la chance qu'il n'y a jamais vraiment personne qui m'a dit comment ça, t'es une fille, tu fais ça, pourquoi tu fais ça. Par contre, les statistiques, je les vois tous les jours. Dans ma promo à l'ENS, quand j'ai fait mon école, on était 3 filles sur 50 en physique. Donc c'est pas ouf. Et au laboratoire à l'IRAP, là, on a eu les stats la semaine dernière, on est 6 doctorantes sur 43. C'est pas beaucoup non plus. Donc les filles, évidemment, enfin les mecs aussi, tout le monde, n'hésitez pas à venir faire de l'astro, c'est super, c'est génial, qu'est-ce que j'adore. Mais non, ouais, du point de vue obstacle, je pense que j'ai été assez privilégiée de ce coin de vue-là, j'ai pas eu trop de problèmes. Désolée, c'est pas une réponse très intéressante du coup, mais... Est-ce que vous avez d'autres questions sur la recherche, sur mon parcours, sur la science que je vous ai racontée, sur mon travail, sur tout ce que vous voulez? En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Pas de souci. On peut dire ? C'est pas la peine. Très gentil d'avoir donné de votre temps.